Bonjour tout le monde, bienvenue au cours secrétariat. Dernier chapitre, l'archivage. C'est quoi l'archivage? Nous avons parlé tout au long de ce cours des métiers de secrétariat, ses caractéristiques, les compétences requises, l'employeur, tout ce qui est mission de secrétaire, à savoir la production, le traitement et la communication des documents et de l'information administrative. Après toutes ces compétences, il faut bien laisser une trace de cette activité très importante du secrétaire. Comment laisser la trace? C'est à travers l'archivage. L'archivage, d'abord, c'est une obligation légale. La loi impose aux organismes de procéder à l'archivage de leurs documents. C'est aussi un requis de gestion. Pour bien gérer un organisme, il faut bien des documents, il faut des archives. Donc maintenant, l'archivage de quoi? Tout simplement l'archivage des documents administratifs, c'est-à-dire produits ou reçus par la secrétaire ou bien par les responsables et tous les autres cadres et agents de l'organisme. Bien sûr, le secrétaire, sa mission, ce n'est pas être un archiviste spécialisé. Il y a un autre métier qui s'appelle l'archiviste, qui a étudié l'archivistique et qui s'occupe de l'archivage des documents, tout ce qui est pré-archivage, c'est-à-dire avant que ce soit des archives définitives. Ce spécialiste de la documentation s'occupe des archives intermédiaires, c'est-à-dire ils ne sont plus courantes, ils ne sont plus des dossiers ouverts où on travaille quotidiennement, mais ils ne sont plus encore des archives définitives à détruire, par exemple, à éliminer ou bien à verser aux archives nationales comme le stipule la loi. Donc voilà un métier d'archiviste, il est dédié, c'est le métier, c'est l'activité de l'archiviste spécialiste de l'archivistique. Ici, pour le secrétaire, l'archivage de quoi? L'archivage de documents qu'il a produit lui-même ou bien qu'il a reçu ou bien que le responsable, par exemple, son supérieur hiérarchique lui a confié ou bien s'il est affecté à un service spécialisé, par exemple, service comptabilité, il doit archiver tous les documents de ce service. Donc, il s'agit de l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités. J'explique cette définition. Document, c'est quoi? C'est une information enregistrée sur un support produit ou reçu durant une activité. Par exemple, une lettre reçue, c'est un document. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient de l'information, par exemple, demande de devis à une société. Donc voilà une lettre qui est sous forme d'un document qui porte des informations concernant une demande de devis à un fournisseur. Il est sur un support, ici c'est le support papier, c'est-à-dire le format papier A4. Il peut être sur support électronique s'il s'agit d'un email par exemple envoyé au fournisseur. Il est produit, ici il est produit. Demande de devis, c'est l'organisme qui demande le devis, donc c'est la secrétaire qui tape, qui saisit cette lettre sur Word par exemple et qui l'imprime sur une imprimante et qu'il donne au responsable pour la signer et puis donc il est produit pour l'envoyer au fournisseur. Aussi il peut être reçu. Par exemple la réponse du fournisseur, une lettre produite par le fournisseur où il y a objet, devis, référence, votre lettre, numéro tel concernant demande de devis. Donc voilà, et envoyé à l'organisme et vous l'avez reçu, vous les secrétaires, donc c'est un document reçu. Quand est-ce que durant une activité, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, de l'organisme, de l'administration. Si jamais vous avez reçu une lettre personnelle chez vous, par exemple une invitation à un colloque, par exemple, scientifique ou bien à une foire de livres, par exemple, ça, ce n'est plus un document administratif, c'est un document personnel. Maintenant, l'information, c'est quoi? C'est tout simplement le contenu d'un message.
Par exemple, il fait 20 degrés à Agadir, donc c'est une information. Maintenant, le support, ça peut être un support physique, par exemple le papier, le CD-ROM, etc. Ça peut être aussi un support numérique, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher, c'est tout ce qui concerne les paquets de données TCP/IP qui circulent dans le réseau Internet, par exemple. Ou bien tout simplement un fichier Excel enregistré sur l'ordinateur ou bien sur une clé USB. Ce support, la clé, c'est un support physique. Le disque dur de l'ordinateur, c'est un support physique. Mais le fichier, par exemple, lettre.doc ou bien docs ou bien docx, c'est un support numérique. Ou bien lorsque je numérise, je scanne une lettre et ça devient un fichier PDF. Donc, c'est un support numérique et non physique parce qu'on ne peut pas le toucher. Dernière chose, l'activité. C'est quoi une activité? C'est l'exercice d'une fonction. Par exemple, un fonctionnaire de l'État, c'est une activité. C'est l'exercice d'une fonction de fonctionnaire. Par exemple, un président de commune, c'est l'exercice d'une fonction de représentation de la population. Par exemple, un commerçant, c'est l'activité du commerce. Par exemple, le notaire, c'est l'activité d'officier public, etc., etc., etc. Deux grandes maintenant de catégories de documents parce qu'on parle de documents administratifs qu'on va archiver. Donc il y a deux grandes catégories, le document physique, papier, carte, photo, etc. et les documents électroniques, fichiers Word, scan, etc., PDF, etc. Et cette deuxième catégorie qui devient de plus en plus importante au détriment des documents physiques. Maintenant, le papier diminue, la quantité de papier diminue on se dirige vers la dématérialisation, c'est-à-dire zéro papier, et ça, c'est un autre sujet. Maintenant, concernant la deuxième catégorie de documents, à savoir les documents électroniques, il y a deux types de documents électroniques. Premier type, les documents électroniques natifs, c'est-à-dire ils sont nés électroniques. Ce sont des documents électroniques dès leur création. Par exemple, un email envoyé, des documents bureautiques, tableur, Excel, documents Word, etc., etc., base de données, SQL Server, Oracle, HFSQL, Access, etc., etc. Donc voilà des documents qui sont nés électroniques, on les appelle des documents électroniques natifs. Deuxième catégorie, ou bien deuxième sous-catégorie de documents électroniques, les documents numériques. Ce sont des documents obtenus par numérisation, c'est-à-dire à l'aide d'un scanner, d'un document physique, le plus souvent en papier. Donc lorsqu'on scanne du papier, ça devient un fichier PDF. Ce sont des documents numériques. Et c'est une sous-catégorie des documents électroniques. Maintenant, les secrétaires vont archiver pourquoi? Quelle est l'utilité de cet archivage? Tout organisme, que ce soit une administration, une société commerciale, une association, une profession libérale, par exemple un médecin, un avocat, un architecte, un ingénieur géomètre topographe, etc., etc., doit disposer de documents physiques ou électroniques, notamment pour, premièrement, les prescriptions légales. C'est la loi qui dit qu'il faut disposer de documents. Deuxième besoin de gestion. Pour bien gérer, pour avoir un tableau de bord, pour bien gérer un organisme, il faut des dossiers et on ne peut pas gérer sans avoir de documents administratifs. Troisième besoin de preuves en cas de litige. Par exemple, lorsqu'il y a un contentieux devant le tribunal, il faut bien avoir une preuve parce que le juge demande toujours la preuve. Il est assis sur sa chaise dans le tribunal, il ne voit pas la réalité des choses. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les preuves, c'est-à-dire des documents écrits et signés ou bien scannés. On va parler de la valeur des documents électroniques dans quelques instants. Quatrième besoin d'image. Une bonne organisation avec un bon archivage signifie qu'il a une image positive envers la loi, envers l'État, envers les clients, les fournisseurs, c'est-à-dire envers tous les partenaires et envers la société, la société en général. Aussi, cinquième utilité de l'archivage, l'archivage a une valeur économique, notamment l'information qu'il contient. On peut bien vendre
Une seule étude qui date par exemple des années 70 sur un thème, on peut la vendre avec des milliards lorsque, par exemple, il est nécessaire pour, par exemple, la découverte, par exemple, d'un médicament contre le cancer ou bien d'un vaccin contre le Covid-19, etc., etc. Donc, ces archives ont une valeur économique, ils peuvent se vendre en milliards. Voilà. Maintenant, toujours, il y a des problèmes. Nous avons parlé de l'utilité de l'archivage, mais bien sûr, il y a des problèmes qui sont liés à cet archivage, notamment l'accroissement du flux de documents papier et numériques qui rend leur gestion plus importante. Par exemple, on reçoit chaque jour des centaines et des centaines d'emails dans notre organisme et c'est très difficile de les gérer. Heureusement, il y a des spécialistes de l'archivage dont je suis un modeste membre. J'ai un master en sciences de l'information d'une école supérieure publique marocaine. Donc voilà, deuxième problème, on déploie souvent d'importants moyens pour gérer ces archives, notamment des locaux qui sont très chers, par exemple au centre de Casablanca, ou bien au centre de Paris, ou bien au centre de New York. 1 m², ça coûte 10 milliards. Et lorsqu'on le dédie à ces dossiers archives, donc, ce m² est perdu parce qu'on peut bien externaliser ces archives vers une société spécialisée, par exemple, ou bien construire un dépôt d'archivage loin du centre-ville qui est très cher, et on peut bien gérer et trouver une solution à ce déploiement d'importants moyens en réduisant les moyens par une bonne gestion des archives. Autre difficulté, autre problème, difficulté d'accès aux documents. Souvent, lorsqu'on cherche un dossier, on s'arrache les cheveux pour le trouver, et notamment les administrations publiques rencontrent fréquemment, notamment les responsables, les hauts responsables, rencontrent fréquemment ces difficultés d'accès aux documents lorsque un supérieur hiérarchique demande un dossier d'urgence et on ne le trouve pas. Alors, tout le monde est mobilisé, on arrête le travail et on cherche vainement ce dossier introuvable, tout simplement parce qu'il y a un mauvais classement ou il n'y a pas une vraie gestion des archives. Autre problème, ce sont le cas de documents plusieurs exemplaires avec version non identifiée. Par exemple, concernant les documents électroniques, lorsqu'on écrit un rapport, on fait plusieurs versions, plusieurs fichiers, on ne sait pas quelle est la bonne version, quelle est la version qu'on a acceptée, quelle est la version définitive, etc. C'est ce qu'on appelle le versioning en anglais, je ne sais pas la prononciation exacte, versioning, la prononciation exacte, mais il s'agit de gérer les versions des documents. Aussi, l'espace de stockage saturé, que ce soit un espace physique des locaux, nous avons parlé de la cherté des m² dans les centres-villes, et aussi problème d'espace de stockage dans les serveurs des administrations, des entreprises qui rendent ce serveur très lourd, alors que la solution consiste à dédier par exemple un serveur spécial pour l'archivage, notamment grâce à un logiciel de gestion électronique de documents GED. On va parler de ça dans quelques instants. Il y a d'autres problèmes liés à cet archivage, etc., etc. J'ai énuméré seulement les grandes difficultés, les grands problèmes rencontrés par tout le monde concernant cet archivage. Nous avons dit que les documents administratifs sont des documents, peu importe leur support. Donc, moi, en tant qu'archiviste, en tant que spécialiste de l'archivage, je ne fais aucune distinction entre un document physique et un document électronique. Donc, il n'y a aucune différence entre les documents physiques, dossiers papier, et les documents électroniques. Ils ont la même valeur, ils ont le même traitement et on les classe grâce à un même plan de classement. Il y a seulement des différences du point de vue technique, seulement. Notamment la durée de vie, par exemple, une clé USB où il y a des dossiers ne va pas durer la même durée de vie comme le dossier physique papier gardé, par exemple, dans un coffre-fort. Ce document papier va rester des centaines et des centaines d'années,
alors, à condition bien sûr de le bien conserver, alors que la clé USB peut maximum par exemple 5 ans, 10 ans, et ça y est, il n'est plus, par exemple, il y a des champs magnétiques, il y a tout ce qui concerne l'électronique, il y a ce qu'on appelle l'usure. Concernant le magnétique, je ne suis pas expert en électronique, mais les spécialistes de l'électronique vont dire que, bien sûr, un support électromagnétique ne va pas durer comme un support papier, et nous avons toujours les papyrus, les documents des pharaons. Il y a 5000 ans, nous avons toujours leurs documents papier, leurs documents physiques sous forme de papyrus qui sont gardés jalousement dans les musées de l'État en Égypte. Il y a aussi des documents en Europe, je ne sais pas où il y a encore des papyrus, mais je veux seulement vous dire que le dossier papier a une différence technique par rapport à un dossier électronique. Aussi, une nécessité d'un matériel. Lorsque nous avons un dossier papier, on l'ouvre et on le lit tout de suite. Alors que lorsqu'on a un dossier dans une clé USB, il faut bien un ordinateur, un micro-ordinateur et un logiciel pour faire fonctionner cet ordinateur et un autre logiciel pour lire ce fichier électronique, et lorsqu'il est sous un format qui n'est plus opérationnel, il n'y a plus de logiciel, il est obsolète. Par exemple, qui se souvient des premiers fichiers en informatique? Je me rappelle, par exemple, les tableurs, il y a Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3, avant Excel, et lorsque maintenant nous avons un fichier de comptabilité Lotus 1, 2, 3, j'ai du doute que ça soit lu et affiché, que l'information soit affichée dans les ordinateurs, sur les ordinateurs d'aujourd'hui, sur les systèmes d'exploitation et les tableurs d'aujourd'hui. Donc je doute qu'on peut, bien sûr il y a des informaticiens qui peuvent extraire cette information avec des techniques très poussées, mais le fait de lire ce document, Lotus 1, 2, 3, c'est très très difficile. Donc voilà un peu la différence technique entre un document physique et un document électronique. Concernant la valeur juridique, j'ai dit bien que je ne fais pas de distinction entre un document physique, papier, et un document électronique, par exemple PDF. La seule véritable condition fixée par la loi concerne l'intégrité des documents archivés, c'est-à-dire des documents, que ce soit papier ou électronique. Donc, si on conserve l'intégrité des documents, donc c'est vraiment une preuve devant la loi qui a une valeur juridique. Selon l'article 417.1 des DOC, c'est-à-dire le Dahir des obligations et contrats, Qanoun al-Iltizamat wal-Uqud, c'est le Code civil du Maroc. Ce Code civil du Maroc stipule que l'écrit sous forme électronique est admis. Écoutez bien, est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve. Donc il y a deux conditions. Que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, donc c'est normal, on doit savoir qui a produit ce document électronique. Deuxième condition, qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, c'est-à-dire il faut que ce document PDF par exemple soit protégé de toute modification, et il faut avoir la preuve de cette intégrité de document. Il y a bien sûr maintenant des logiciels qui sont, et des spécialistes qui peuvent nous garantir cette intégrité, et aussi maintenant il y a la signature électronique qui permet d'identifier la personne exacte dont ce document électronique émane. Donc voilà les deux conditions pour que le document électronique ait une valeur juridique et acceptée par la loi comme une preuve. Je vais parler de deux utilités, c'est-à-dire de deux durées. Il y a le délai d'utilité légale fixé par la loi et la durée d'utilité administrative fixée par le gestionnaire de l'organisme. Je donne un exemple. Selon le code de commerce marocain, les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées, donc écoutez bien, messieurs les secrétaires, mesdames et demoiselles secrétaires, toutes les correspondances que vous avez reçues, toutes les
correspondances que vous avez envoyées, elles doivent être classées. Voilà maintenant l'utilité de l'archivage. Et il est dicté par la loi, c'est un mal nécessaire. Et c'est la loi marocaine, c'est le code de commerce marocain. Je ne parle pas de la loi américaine ou bien de la loi européenne, c'est bien la loi d'un pays, on appelle un pays PVD, un pays en voie de développement, et il a une loi qui dit que ces originaux doivent être classés et conservés pendant 10 ans. Écoutez donc, 10 ans à côté de leur date. 10 ans, c'est le délai d'utilité légale, c'est le délai fixé par la loi. C'est l'article 26 de la loi numéro 1595, formant Code de commerce marocain. Donc la loi nous dit que les correspondances commerciales doivent être conservées, archivées pendant 10 ans. Mais le gestionnaire, c'est-à-dire par exemple le gérant de la société, il peut décider. Il peut fixer un autre délai qu'on appelle la durée d'utilité administrative. Il peut le fixer à 20 ans. Pourquoi il le fixe à 20 ans? Parce qu'il doit avoir ses originaux de correspondance dans son administration. Si jamais il y a, par exemple, un cas difficile, il ne sait pas le traiter, par exemple, je ne sais pas, un litige avec un commerçant, donc toutes les correspondances, un fournisseur ou bien un client, toutes les correspondances avec ce fournisseur doivent être conservées pendant 20 ans. Si jamais il y a un problème, un nouveau problème, comme ce cas, le gérant peut bien disposer de ce dossier jusqu'à 20 ans pour revenir à ce dossier et voir comment il a fait pour traiter, par exemple, une affaire le 19, nous sommes aujourd'hui le 20 février 2021. Voilà, donc il veut lui garder ce document, mais c'est la durée d'utilité légale est fixée à 10 ans, ou bien le contraire. Il peut dire que moi, concernant ces correspondances, j'en ai besoin seulement pour 2 années. Donc 2 années, je n'ai plus besoin de ces originaux de correspondance reçus ou envoyés. Mais la loi dit bien qu'il faut les garder 10 ans, donc ils doivent être gardés pendant 10 ans. Voilà la loi, comment il règle ces délais d'utilité légale. Aussi, article 22 des mêmes codes de commerce marocains stipule que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'un document comptable? J'ai bien parlé de ce document dans le chapitre 7, c'est-à-dire le dernier chapitre avant celui de l'archivage. Vous pouvez revenir à ce chapitre intitulé 7, la comptabilité, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la comptabilité dédiée ou bien au profit des secrétaires. Vous allez comprendre c'est quoi les documents comptables. La vidéo concernant la comptabilité, chapitre 7, et sur ma chaîne YouTube, le Guest Channel, vous pouvez la consulter gratuitement et la partager avec vos amis, vos collègues et toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ce cours. Les documents administratifs traversent 4 lieux de stockage qui correspondent à 4 grandes étapes d'organisation et de gestion de ce document. Maintenant, on arrive au côté technique de l'archivage des documents administratifs par le secrétaire. Donc, chacune d'elles a sa fonction propre et nécessite un traitement spécifique. Donc, voilà, on passe tout de suite au tableau qui permet de visualiser comment le secrétaire gère les documents administratifs, comment il les archive et à quel niveau. Voilà donc le premier niveau et le deuxième niveau concerne le secrétaire. Premier niveau, c'est le lieu de stockage, secrétariat, bureau d'ordre. C'est le travail, c'est la mission 100% secrétaire. L'étape de ce document administratif, on les appelle des archives naissantes. Ils viennent de naître. C'est le secrétaire qui a rédigé la lettre, une demande de devis. C'est lui qui l'a imprimé. Donc, il a donné naissance à un document administratif, à une pièce qui s'appelle demande de devis, une lettre sous forme de papier ou bien sous forme Word, par exemple, ou bien sous forme de texte email. Quelle est la fonction de cette étape? Quelle est la fonction de cette mission 100% du secrétaire? C'est la circulation, c'est-à-dire
l'organisme ou bien l'employeur en général veut que ce document qui vient de naître circule. Comment il circule? Il est porté par le secrétaire vers le responsable qui a donné l'ordre de faire naître, entre parenthèses, ce document. C'est lui qui va le lire, c'est lui qui va le viser, c'est lui qui va le valider. Il met son visa et il va être circulé, il va être remis au responsable, au délégué qui a la signature, qui va le signer. Il doit aussi retourner vers le secrétaire qui va l'enregistrer. Voilà, le traitement fait, c'est l'enregistrement, donc il va le traiter, l'enregistrer pour l'envoyer par exemple. Deuxième niveau du secrétaire, c'est le niveau bureau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les archives courantes, c'est-à-dire le dossier est ouvert, par exemple, demande de devis, ça concerne l'achat, par exemple, d'ordinateurs, par exemple, pour l'organisme, et il y a l'ouverture d'un dossier qui s'appelle acquisition de 5 ordinateurs, où cette demande de devis est classée dans ce dossier. Donc, ce dossier est gardé au bureau, soit des responsables achats, soit du secrétaire. Quelle est la fonction de ce dossier? Cette fonction, c'est l'utilité administrative. Donc, ce dossier est ouvert. Il n'y a pas encore d'achat d'ordinateur, le dossier n'est pas encore clôturé, nous n'avons pas encore payé le fournisseur, nous n'avons pas encore reçu la marchandise, nous n'avons pas encore acquis la réception, nous n'avons pas encore fait le PV de la réception définitive, etc. etc. Donc, ce document, il est gardé au bureau pour une utilité administrative, et c'est là où le secrétaire doit le classer selon soit un plan de classement, soit un classement sérial. Donc on va voir les deux grands types de classements. Il peut adopter le classement souhaité. Les autres niveaux, tout ce qui est service de archivage et local d'archivage, ça concerne l'archiviste, ça concerne le spécialiste des archives. Je fais partie de ces spécialistes, j'ai plusieurs diplômes, mais avant tout j'ai 2 diplômes d'archivage, le cycle normal Bac plus 3 et le cycle supérieur Bac plus 5 d'une institution prestigieuse marocaine, une école supérieure publique qui forme les ingénieurs archivistes. Maintenant, on passe au classement des documents, soit dans le bureau du secrétariat, soit dans le bureau des responsables de la secrétaire, que ce soit son supérieur hiérarchique, que ce soit le bureau des services spécialisés dans DONT, dont il est affecté ou bien dont il travaille. Non, c'est pas dans, c'est où avec accent grave, où il travaille. Voilà. Avant de classer un document, il faut d'abord l'enregistrer, et nous avons parlé de l'enregistrement dans le chapitre gestion du courrier. Vous pouvez bien sûr revenir à ma vidéo sur YouTube concernant, je crois que c'est le chapitre 3, gestion du courrier. Voilà. Je veux rappeler ce que c'est qu'enregistrer. C'est la procédure qui consiste à donner au document produit et reçu par un service, donc à l'arrivée et au départ du courrier, une référence et à reporter sur un outil d'enregistrement, notamment un registre de départ du courrier départ, un registre du courrier arrivé, un fichier Excel, etc., etc. Une base de données de gestion du courrier, ça existe. C'est-à-dire reporter un certain nombre de renseignements sur ce document permettant de l'identifier et de contrôler sa circulation. Et pour plus d'informations, veuillez consulter ma vidéo YouTube sur la gestion du courrier dans cette playlist qui s'appelle cours secrétariat. Qu'est-ce qu'un système de classement? C'est tout simplement un système permettant la mise en ordre intellectuelle et physique des documents administratifs dans le but de les retrouver. Donc il s'agit bien d'un classement intellectuel. Ça veut dire quoi intellectuel? Un ordre intellectuel, par exemple, on regroupe tous les documents qui parlent des marchés, c'est-à-dire des contrats faits par l'État pour acquérir soit des travaux, soit des marchandises, soit des services.
Voilà un ordre intellectuel, les marchés tout seuls, les dossiers des personnels tout seuls, GRH, les dossiers GRH, les dossiers comptabilité tout seuls, voilà un ordre intellectuel. Un ordre physique, c'est-à-dire le numéro de dossier, dossier 1, dossier 2, dossier 3, donc voilà un ordre physique. De documents administratifs, quel est le but de ce classement? C'est retrouver ces documents le plus rapidement possible. Donc, on classe bien un document dans le but de le retrouver rapidement et non dans le but de le ranger et de s'en débarrasser, comme le font certains fonctionnaires, certains agents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils classent seulement le dossier n'importe où, n'importe comment, uniquement pour s'en débarrasser, pour ne plus le voir sur le bureau parce que ça lui donne la migraine. Voilà, ça lui cause la dépression. Il le range uniquement pour s'en débarrasser. C'est faux, parce qu'un jour où il le cherche, il ne va pas le trouver. Et j'ai parlé de documents très importants, sensibles, qui sont déclassés. Et lorsqu'il y a ce déclassement, c'est tout l'organisme qui se mobilise. On arrête le travail pour retrouver ce fameux dossier traitant l'affaire X ou bien un dossier de monsieur Y. Un document mal classé est un document perdu. Donc voilà la règle que nous avons appris lors de notre formation en archivage. Il ne faut jamais mal classer un document parce que c'est comme si vous l'avez perdu, c'est comme vous l'avez détruit, c'est comme vous l'avez volé. C'est quoi un dossier? C'est la base du système de classement. C'est un ensemble de documents réunis pour la conduite ou le traitement d'une affaire. Donc, un dossier égale une affaire, même s'il y a plusieurs sous-dossiers, même s'il y a plusieurs cartons, plusieurs boîtes d'archives, ce qu'on appelle articles dans notre langage. Donc, ce dossier, il ne faut pas voir, par exemple, un dossier physique, c'est le dossier. Non, c'est faux. On peut avoir 20 dossiers physiques, mais c'est seulement un dossier parce qu'il traite une affaire. Et on voit par exemple dans les tribunaux, je me rappelle de l'affaire Clinton-Lewinsky, la stagiaire de la Maison Blanche, lorsqu'il y avait le procès de Clinton, de l'ex-président Clinton. J'ai vu les agents du FBI, je ne sais pas quel agent, qui transportent plusieurs boîtes de cartons qui les font entrer vers la salle du tribunal. Et je vois que même s'il y a plusieurs boîtes de cartons, il s'agit d'un seul dossier qui s'appelle dossier affaire Clinton-Lewinsky. Voilà, tout simplement, je me rappelle des informations à la télé. Et on passe aux deux principaux types de classement. Il y a seulement deux types de classement, même si vous dites non monsieur c'est faux, nous avons le classement par date, nous avons classement par numéro de dossier, nous avons classement par nom, nous avons classement par thème, etc. Tout ça, oui, vous avez raison, mais tout ça, ça entre dans le classement sérial, alors que le bon classement en archivage, c'est le classement thématique hiérarchisé, et on va expliquer c'est quoi un classement thématique hiérarchisé. Donc, premier type de classement, c'est le classement thématique hiérarchisé. Il s'agit d'un classement global, logique, hiérarchisé de tous les documents d'un service en fonction d'un plan de classement. Qu'est-ce qu'un plan de classement? C'est comme le plan comptable pour les comptables, par exemple. Pour nous, les archivistes, c'est un plan qui reflète la structure hiérarchique des activités de l'organisme et sert de base au classement des documents administratifs dans les bureaux archives physiques et sur les postes de travail et les serveurs lorsqu'il s'agit des archives électroniques. Et pour moi, c'est la même chose, archives physiques, archives électroniques. Aucune différence. Qui réalise ce plan de classement? C'est le spécialiste de l'archivage, c'est l'archiviste, le bac plus 5, l'ingénieur qui permet de dresser ce plan de classement. Ils ne se vont pas comme le plan comptable, par exemple. Un plan de classement est élaboré à partir des missions et des activités et non à partir de l'organigramme ou de personnes. Donc voilà comment on établit le plan de classement et il se déroule en plusieurs niveaux avec un maximum de 5 niveaux qui est recommandé en archivage pour ne pas encombrer le plan de classement. Un plan de classement évolue. On y apportera les modifications qui exigent l'évolution des activités d'un service, c'est-à-dire on procède fréquemment à sa mise à jour. Il est dynamique.
Exemple de plan de classement, par exemple, gestion des ressources humaines, je peux faire ce plan de classement, ces grandes catégories, par exemple, 4, il y a d'abord 1, c'est la gestion administrative, 2, c'est la gestion comptable, 3, c'est la gestion de la trésorerie, 4, c'est la gestion des ressources humaines. Je mets sous catégorie 4.1 formation, 4.2 cahier de charge, 4.3 formation, 4.4 gestion de présent, etc. jusqu'à 4.7 les dossiers du personnel, et je peux diviser cette sous-catégorie en sous-catégorie 4.7.1 personnel titulaire. Ce personnel titulaire, je peux le diviser en par exemple, évaluation, recrutement, etc. Et à l'intérieur d'évaluation, par exemple, évaluation annuelle, évaluation à l'improviste, etc., etc. Donc, nous avons bien des niveaux, combien de niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 niveaux maximum, c'est 4, 7, 1, 1. C'est bien 5 chiffres, c'est 5 niveaux de notre plan de classement. Deuxième type de classement, c'est le classement sérial. C'est quoi le classement sérial? C'est lorsque les documents sont classés en continu, suivant un critère unique qui peut être par exemple d'ordre chronologique, c'est-à-dire par date, d'ordre alphabétique, par nom, etc., etc. Donc voilà le deuxième type de classement dont parlent les gens qui n'ont pas des connaissances en archivage et qui disent oui monsieur, il y a bien le classement, c'est par date, par numéro, par tout ça, c'est le classement sérial contre le classement thématique hiérarchisé à l'aide d'un plan de classement établi par un archiviste spécialiste. Je passe tout de suite à ce qu'on appelle la gestion électronique de documents, en anglais DMS, Document Management System. Et ce GED, c'est vraiment un nom commercial et non un nom scientifique. On parle toujours de logiciel GED, la GED, quelle est la GED? C'est purement des commerciales pour vendre les logiciels de gestion électronique de documents qui sont partout. Vous pouvez seulement faire une petite recherche sur Internet, faites GED ou bien logiciel GED et vous allez trouver des centaines et des centaines de résultats de recherche où on fait la publicité de logiciels de GED pour les vendre aux sociétés et aux administrations. Le nom scientifique, c'est DMS, Document Management System en anglais, et c'est l'ensemble des systèmes d'information permettant la création de documents électroniques, c'est-à-dire en version, comme Word par exemple, PDF, ou la numérisation de documents à partir d'autres formats, c'est-à-dire la scannerisation. Après cette numérisation, il y a leur identification, il y a le contrôle et la conservation, et enfin, il y a leur accès et leur diffusion. Donc, un logiciel GED fait toutes ces tâches qui permettent de gérer automatiquement les documents sans passer par l'archivage manuel, l'archivage classique dont j'ai parlé avant. Donc, cette gestion électronique de documents se fait bien sûr à l'aide de logiciels. Il y a des logiciels payants, il y a des logiciels open source. Dans le plus fameux, c'est OpenKM. OpenKM, il y a aussi SEED, DMS. Il y a plusieurs logiciels qui sont gratuits, sont open source, notamment sous Linux. Et Linux, c'est un système d'exploitation open source gratuit, mais sous Windows, il y a des logiciels payants, c'est-à-dire il faut payer les droits d'auteur, le copyright. Et c'est comme Word, c'est comme Excel, c'est comme Office, c'est comme SQL Server. Ce sont des logiciels qu'il faut payer. Et si vous piratez ces logiciels et vous les utilisez, vous serez poursuivi par leur producteur, à savoir la société Microsoft. Voilà un schéma qui explique la numérisation, c'est-à-dire le deuxième volet de la gestion électronique de documents. C'est lorsque nous avons des documents physiques qu'on veut qu'on veut transformer en documents électroniques. C'est ce qu'on appelle la scannerisation. Et il y a 4 étapes. Première étape, c'est l'accès aux documents physiques, c'est-à-dire leur classement, leur archivage physique, leur archivage classique, leur archivage manuel que nous avons étudié dans l'école supérieure. On passe à la préparation des lots, c'est-à-dire deuxième chose, on prépare les lots à numériser.
Troisième étape, on passe à la borne de numérisation qui contient des scanners spécialisés. Par exemple, Siemens, ici je ne fais pas la publicité, mais Siemens sont de bons scanners professionnels pour scanner les documents administratifs en grande quantité. Et à côté des scanners, nous avons un écran et un ordinateur liés à ce scanner. Il y a un écran pour visualiser le document scanné sous format PDF. Ce format PDF, c'est une norme ouverte, internationale, gratuite, alors que, par exemple, le format Word est payant. Il faut payer la société Microsoft pour utiliser Microsoft Office. Après la numérisation vient le contrôle et l'indexation. Ensuite, dernière étape, la cinquième étape, c'est la conservation, la préservation, la sécurisation de ce document selon des contrôles d'accès, selon des sécurités, selon la sécurité informatique. Et ça, c'est un autre domaine, la sécurité informatique. Il y a la sécurité physique et la sécurité logique, bien sûr, tout ce qui concerne le login, le mot de passe, l'accès Internet, le pare-feu, tout ça, les logiciels anti-spyware, anti-virus, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne la conservation sur un serveur et la sécurisation de ces données et ces documents électroniques. Fin de ce cours secrétariat. Merci infiniment de votre attention. N'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en m'envoyant des commentaires, des questions. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions concernant ce cours secrétariat ou bien concernant tout ce qui est archivage, notamment l'archivage électronique et tout ce qui est dématérialisation des procédures. Je vous remercie infiniment et à bientôt dans un autre cours concernant ma spécialité.